Entre janvier et juin 2025, la République démocratique du Congo se prépare à affronter une période particulièrement difficile liée à l'insécurité alimentaire selon le dernier rapport de la FAO et du Programme alimentaire mondial. Plus de détails dans ce journal. Et puis, deux voleurs de moto ont été arrêtés à Pompage dans la commune de Ngaliema parmi le 25 présumés Kuluna dans une opération spéciale menée par la police nationale congolaise à Malueka City notamment. Et à l'international, le Togo a rejoint d'autres pays africains et a bénéficié du nouvel instrument du Fonds africain de développement afin de financer des projets verts. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. La République démocratique du Congo se prépare à affronter une période particulièrement difficile entre janvier et juin 2025 selon le dernier rapport de la FAO et du PAM sur l'insécurité alimentaire aiguë. Ces documents issus du 23e cycle d'analyse IPC met en lumière une situation alarmante pour les populations vulnérables du pays confrontées à des défis multiples sur le plan sécuritaire, économique et humanitaire. Dans moment, nous en dit plus. Le conflit armé, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Tanganyika, devrait s'intensifier. Le M23 et d'autres groupes armés exacerbent les violences, menaçant de provoquer des déplacements massifs des populations. Parallèlement, la présence accrue des forces militaires dans les zones comme Anyema et Mendombe pourrait engendrer d'autres vagues de réfugiés internes, accentuant ainsi les tensions. L'afflux des milices Mbororo en provenance du Soudan dans des régions comme la Chopo et le Haut-Ouélé risque aussi d'ajouter de la complexité à cette situation sécuritaire déjà fragile. Sur le plan alimentaire, les perspectives ne sont guère plus rassurantes. Les conflits en cours, combinés à des conditions climatiques défavorables, devraient réduire la production agricole, rendant l'accès à la nourriture encore plus difficile pour une grande partie de la population. En outre, la dépréciation continue de la monnaie nationale va probablement provoquer une hausse des prix des denrées de base, affectant davantage les ménages les plus vulnérables. À cela s'ajoutent les risques accrus d'inondations durant la saison de pluie qui pourraient détruire des récoltes et perturber les transports. Les secteurs sanitaires pourraient également connaître des tensions avec des prévisions d'augmentation des cas de maladies comme le paludisme, la rougeole et le choléra, particulièrement dans les zones touchées par le pluie. Les maladies animales telles que la peste porcine ainsi que des pathologies des cultures comme la pourriture du manioc viendront compliquer la situation des éleveurs et des agriculteurs. Dans ces contextes, les efforts humanitaires risquent d'être insuffisants face à l'ampleur des besoins. Les financements de l'aide restent faibles et les actions pour améliorer les conditions de vie des populations touchées seront limitées. Bien que le projet gouvernemental de 145 territoires puisse offrir des solutions à moyen terme, ces effets positifs seront perceptibles seulement sur le long terme. Sans une réponse rapide et efficace et en l'absence de stabilisation sécuritaire, la période de janvier à juin 2025 pourrait être une des plus difficiles pour la RDC. On va prendre cette information en bref. C'est vendredi à Kalemi, le président Félix Tshisekedi a présidé la 24e réunion du Conseil de ministres pour examiner le dossier clé de la semaine. La réunion a abordé plusieurs sujets cruciaux, notamment la situation sécuritaire et humanitaire dans tous les pays, ainsi que l'évolution épidémiologique en République démocratique du Congo. Et dans le cadre de son itinérance dans la province du Tanganyika, le président Félix Tshisekedi a accordé jeudi soir à Kalemi plusieurs audiences aux différentes couches sociales afin de mieux s'imprégner de la situation locale et d'apporter des solutions adaptées. Condensé de ces audiences avec Damani Mujinga. Le président de la République a d'abord reçu une délégation d'étudiants de l'université de Kalemi qui lui ont remis un mémorandum comportant 4 points essentiels. Ils ont exprimé le besoin de la construction des nouveaux bâtiments pour leur établissement et l'octroi des bourses d'études au personnel enseignant. Les étudiants ont également soulevé la question de l'amélioration des salaires des professeurs et se sont dit favorables à la révision de la Constitution, tout en précisant que les articles verrouillés ne devaient pas être modifiés. Le chef de l'État a ensuite rencontré les responsables des confessions religieuses de la province.
Ces derniers ont présenté un plaidoyer sur la contribution de l'Église au développement du pays, soulignant l'importance de soutenir la vision du gouvernement pour la réalisation du plan de développement local PDL 145 territoires. Le pasteur Franck Ngoy Kazadi a affirmé que l'Église devait être un acteur clé dans la mise en œuvre de ce projet en accompagnant les actions du gouvernement. Enfin, le président a échangé avec les chefs coutumiers et les membres de la société civile du Tanganyika. Les chefs coutumiers ont exprimé leurs préoccupations concernant la sécurité et l'état des infrastructures, notamment la réhabilitation des routes et des ports. Ils ont été rassurés par l'annonce de l'envoi d'une brigade pour lutter contre l'insécurité. De leur côté, les membres de la société civile ont abordé la révision de la Constitution et l'urgence de réhabiliter les infrastructures, en particulier le port menacé par la montée des eaux du lac Tanganyika et l'aérogare de l'aéroport de Kainda. Le président a assuré que leurs préoccupations seraient prises en compte dans les actions futures. Cette série d'audiences montre l'engagement du président Tshisekedi à prendre en compte les réalités locales pour orienter ses décisions et améliorer les conditions de vie des populations du Tanganyika. Une autre information en bref, Kinshasa a accueilli le 27 novembre 2024 le premier dialogue stratégique de défense entre la République démocratique du Congo et la France. Ce dialogue fait suite à l'engagement pris lors de la visite officielle du président Félix Tshisekedi à Paris au printemps dernier en accord avec le président Emmanuel Macron. L'objectif est de renforcer le lien entre les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs homologues françaises. Au cours de cette rencontre à laquelle ont participé une trentaine d'officiers supérieurs, 3 priorités ont été définies pour orienter cette coopération. Partager des analyses stratégiques communes, évaluer la coopération militaire actuelle et réactualiser l'accord de défense signé en 1974. Ces dialogues visent à établir un partenariat durable axé sur la sécurité, la souveraineté et l'intégrité du territoire congolais. La prochaine réunion stratégique se tiendra à Paris en 2026. Autre chose, à présent, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, a échangé ce 28 novembre à l'hôtel du gouvernement avec les ambassadeurs de pays membres du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies, pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne. Les échanges ont tourné autour de la diplomatie congolaise et la situation sécuritaire, notamment la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et le processus de paix de Luanda. Patience Lokeke. Il était question pour la chef de la diplomatie congolaise de faire le point de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC principalement. Une question qui a été au centre de plusieurs événements récents, notamment la 6e réunion ministérielle qui s'est tenue le 25 novembre dernier dans le cadre du processus de Luanda. La dernière visite du comité des sanctions et la 1245e du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Elle a également évoqué la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO et du retrait progressif de ses troupes de la RDC ainsi que le dernier sommet de la SADC. Cette rencontre stratégique vise la mobilisation de la communauté internationale dans ces processus de paix qui doit être suivi par tous afin d'intensifier le mécanisme d'alerte et de réaction rapide pour le bien-être de population. Ce même jour, la ministre d'État a présidé une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité par visioconférence en sa qualité de présidente de cet organe pour le mois de novembre 2024. Cette réunion mensuelle qui avait comme thème débat sur les expériences et les enseignements tirés de la mise en œuvre du mandat du CPS, conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine et au protocole relatif à la création du CPS, a été ponctuée par une communication du commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye.
La semaine du tourisme se clôture ce samedi 30 novembre 2024 à Kinshasa. À son deuxième jour, la visite des élèves a suscité de nombreuses réactions mettant en avant l'importance de l'engagement de jeunes dans ce secteur en plein essor en République démocratique du Congo. L'événement met également en lumière les opportunités d'investissement déployées par l'État pour soutenir le développement du tourisme. Parallèlement, plusieurs provinces ont présenté des initiatives prometteuses visant à dynamiser cette activité dans leurs régions respectives. Rosie Chioyo. La 4e édition de la Semaine du tourisme, ouverte mardi à Kinshasa, se déroule du 26 au 30 novembre 2024 au Centre culturel et d'art d'Afrique centrale sous le thème Tourisme et paix. Le tourisme scolaire, lancé à Kinshasa en septembre 2024, y est mis en avant. Et donc il y a un tour qui leur a été offert. Ils ont pu visiter ce beau bâtiment qui est un héritage et pour leur ouvrir l'esprit et pour leur faire connaître aussi l'histoire qui fait partie aussi du tourisme. Parce que sans l'histoire, sans la culture, il est très difficile de parler du tourisme. Et quant à moi, c'est la plus grande et la plus belle des activités qui aura eu lieu durant cette semaine congolaise du tourisme. Parmi les provinces représentées, les Lualaba se distinguent par ses initiatives pour promouvoir le tourisme tout en impliquant les communautés locales, capitalisant sur son potentiel riche et diversifié. Mais nous avons eu le privilège en tant que province d'être associés aux travaux de la validation de la politique nationale du tourisme et notre province, en y participant, s'est inspirée de cette activité pour rédiger ou produire la politique provinciale du développement du tourisme. Et dans cette politique, le ministre du tourisme ou le gouvernement provincial du Lualaba a décidé de travailler sur un plan d'action qui devra notamment développer le tourisme minier, développer aussi le tourisme de conférence ou le tourisme de congrès, mais évidemment le tourisme culturel. Les secteurs touristiques de la République démocratique du Congo offrent de nombreuses opportunités d'investissement soutenues par des institutions gouvernementales dédiées à sa promotion. L'Office national du tourisme a organisé pas mal d'activités, dont celle que vous venez de suivre ce matin, qui pour moi, selon moi, en tant que maire, en tant que parent, était et sera l'une des plus grandes activités qui était de faire participer les enfants, donc la jeunesse, à découvrir en fait le tourisme. En somme, le tourisme joue un rôle clé dans le renforcement de l'image d'un pays tout en contribuant à une croissance économique durable. Investir dans ces secteurs est donc essentiel pour bâtir un avenir prospère et responsable. C'était donc un reportage de Rosie Chioyo et Eli Kabeya. Je l'ai annoncé tantôt, un groupe de voleurs de motos parmi le 25 présumés Koulouna arrêtés à Pompage dans la commune de Ngaliema. Les présumés criminels ont été interpellés lors d'une opération spéciale menée dans la nuit de jeudi à Maloueka City, Kimbwala et Bideda dans la commune qui porte le nom de Ngaliema. Rachel Missenga nous en dit plus. Les présumés bandits ont été arrêtés lors d'une opération spéciale menée par les commissariats urbains de la police nationale congolaise des Pompages. Parmi eux, 2 sont accusés de vol de moto, tandis qu'un autre est suspecté d'avoir commis un viol à Mboudi Terminus. Les commissaires supérieurs adjoints Jean-Marie Piet, commandant du commissariat de Pompage, a expliqué que l'opération a été menée à la suite de multiples plaintes de la population sur instruction du commissaire provincial de la police, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, dans le but de renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Depuis un certain temps, le tronçon Pompage qui pose problème. Chaque jour qui passe, on ravit la moto. Chaque jour qui passe, on attaque un motard. Alors, on a eu un certain renseignement selon lequel on a eu quand même à dénicher l'endroit où ils œuvrent et l'endroit où ils se cachent pendant cette période où ils sont en train de déranger la population. C'est ainsi qu'on a bien préparé cette intervention parce que la personne qui avait l'information nous a dit et réellement ça ne va pas. Quand ils sont passés par là, ils ont mis la main sur ce monsieur. Ils étaient à 6, les 4 autres ont été là-bas et on a été les 2 avec cette moto que tu vois ici.
de l'opération, les policiers ont saisi une moto volée ainsi qu'une séraille utilisée lors de braquage. Une fois de plus, la police appelle la population à dénoncer ces koulouna, particulièrement en cette période des fins d'année, souvent marquée par une intensification de l'insécurité. La population nous aide à dénoncer tous ces gens ici. Il y a certains messieurs, ils connaissent, ils ont des informations fiables pour nous permettre de traquer ces malfrats. Mais ils ne disent pas, ils ne dénoncent pas. Comme tout à l'heure, là, dehors, là. Dans la foule là, il y a quelqu'un qui dit mais quand on dit bien, oh, il se cache. Donc la population et le courage de dénoncer, c'est pour leur bien. Les présumés malfrats seront jugés en procédure de flagrance, a précisé le commissaire Kietz. Dans un tout autre registre, un nouveau comité a été formé à la tête de la Fédération africaine de neurochirurgie. Le neurochirurgien Khalid Filali Ouabi succède au professeur sénégalais Youssouf Sako à la présidence de ces comités, élus pour un mandat de 2 ans lors du 5e congrès africain de neurochirurgie qui s'est tenu à Kinshasa du 27 au 29 novembre. Plus de détails avec Francine Moukeba. Les congrès qui s'est déroulé du 27 au 29 novembre à Kinshasa a permis de riches échanges d'expériences entre les participants répartis en 3 phases selon le docteur Jeff Talaja, président de la Société congolaise de neurochirurgie. La première phase a consisté en des opérations gratuites qui se poursuivront jusqu'en mars 2025. Ce congrès a une particularité. Premièrement, chez nous, ça a été fait en 3 phases. La première phase a consisté à des interventions gratuites qui continuent jusqu'en mars 2025. On a opéré beaucoup de cas avec des techniques assez nouvelles grâce aux équipements qu'on a acquis, comme je l'avais dit, avec l'appui du chef de l'État. Deuxième phase, c'était des ateliers de formation parce qu'il y a eu plus de 200 jeunes qui ont reçu une bourse. Et cette bourse leur a permis de venir ici, donc la prise en charge en termes de billets d'avion, de séjour, d'inscription et consorts. Et ils ont fait des ateliers sur les pratiques neurochirurgicales. Ils sont déjà des neurochirurgiens de base, mais ils ne maîtrisaient pas encore des techniques. Ça leur a permis d'acquérir encore une maîtrise de leurs techniques. La deuxième phase a été dédiée à la formation de plus de 200 jeunes neurochirurgiens qui ont reçu des bourses pour se rendre à Kinshasa. Bien qu'ils soient déjà neurochirurgiens, ces jeunes ont acquis des compétences sur les nouvelles techniques du domaine. La troisième phase a été le congrès proprement dit, auquel ont assisté 350 personnes de près de 75 nationalités et dont les premiers jours a vu la participation du président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour Youssouf Sako, cette rencontre a permis aux jeunes Young Kans d'apprendre des experts seniors. Selon lui, la neurochirurgie, qui était autrefois une discipline rare, suscite désormais un regain d'intérêt avec de plus en plus de jeunes médecins prêts à s'y consacrer. Les bénéficiaires de la bourse Talaja ont salué cette initiative. J'ai appris sur des pathologies des systèmes nerveux centraux comme la neurochirurgie s'occupe des maladies du système nerveux central, les maladies de la tête, les maladies des colonnes vertébrales. Donc, on a appris comment faire des rachis, comment aborder la base du crâne. Nous avons appris beaucoup de choses, même sous le management de la neurochirurgie. Et à partir de l'expérience de tous nos maîtres, nous avons eu à apprendre comment traiter correctement ces pathologies-là. Et cela au bénéfice de notre population. Le deuxième congrès africain de neurochirurgie se tiendra à Rabat, au Maroc. En attendant, les neurochirurgiens africains doivent mettre en pratique les enseignements reçus à Kinshasa pour faire progresser la discipline dans leur pays. On va parler sport à présent. C'est vendredi 29 novembre 2024, la 26e édition de la Coupe d'Afrique de Nations Senior Dames de handball qui se joue
en République démocratique du Congo a marqué une pause après 2 journées de compétition. La reprise est prévue pour ce samedi 30 novembre avec notamment la rencontre entre la République démocratique du Congo et la Tunisie. Lors de la dernière journée jouée le 28 novembre dernier, les Léopards de l'RDC ont été battus par les Lions du Cameroun, tandis que l'Angola, tenante du titre, a écrasé l'Ouganda. Plus de détails dans cet élément concocté par Eni Kabamba qui était sur place. Les Léopards handball de la République démocratique du Congo se sont inclinés 23-25 devant les Lions indomptables du Cameroun en match comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames qui se joue à Kinshasa, capitale de la RDC. Les fauves congolais n'ont pas très bien géré les 10 dernières minutes de la deuxième période, bien qu'elles avaient très bien entamé la deuxième moitié de la partie en menant de 2 buts, rajoutant un but à l'avantage qu'elles avaient à la pause 13-12. Elles n'ont pas su trouver des solutions pour percer la défense adverse qui s'est bien regroupée et qui a commencé à attaquer quand il fallait pour passer devant au marquoir. On a fait un début de match un peu tendu mais plus que correct. On passe devant assez facilement au début et puis beaucoup trop d'échecs au tir. On rate beaucoup d'immanquables et pourtant on a les situations là où on veut les avoir. La problématique, c'est que quand on est en échec, derrière, on prend des montées de balles, on prend des contre-attaques. C'est ce qu'on a pris en fin de première période. Et puis on commence à douter. Et c'est ce qui s'est passé. On n'a pas mis les ingrédients mentaux, je pense, pour gagner ce genre de match. Voilà, ça nous sert de leçon. Déjà, c'est un honneur de jouer chez nous. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression du résultat, de tout donner. On a un public qui nous pousse, donc franchement, c'est exceptionnel. Après, oui, beaucoup de pression. Déjà, dès qu'on a su que la Coupe d'Afrique des Nations était à la maison, franchement, on était vraiment excités de jouer cette compétition ici. Donc voilà, oui, défaite aujourd'hui. On sait où on a fait des erreurs, on n'a pas été discipliné jusqu'à la fin, donc c'est pas fini. La compétition est encore là, on a encore beaucoup de matchs, donc on va pas lâcher. Les Congolaises se mettent déjà sous pression après cette défaite et sont obligées maintenant de remporter leurs 2 prochains matchs en commençant par celui de ce samedi 30 novembre face aux Tunisiennes avant d'enchaîner le dimanche face aux Guinéennes, surtout qu'il ne faut pas compter sur le dernier match du groupe le mardi 3 décembre face aux Angolaises tenantes du titre. Le reste des résultats de la deuxième journée sont le suivant. Kenya, Congo 20-37, Tunisie, Guinée 28 partout, Ouganda, Angola 11-46, Sénégal, Cap-Vert 37-22 et Égypte, Algérie 28-19. Notons que c'est vendredi 29 novembre, il y a eu trêve afin de permettre aux équipes de souffler et revenir en forme le week-end pour le 3e et 4e journée. Par ailleurs, une bonne nouvelle pour le club de football de la République démocratique du Congo, la suspension de la FIFA contre le Daring Club Motema Pembe et le tout-puissant Mazembe lié aux règles sur le transfert de joueurs vient d'être levée. Cette décision ouvre la voie à des nouveaux recrutements pour les 2 clubs lors de la prochaine fenêtre du Mercato. Un soulagement pour leurs supporters et une étape importante pour le développement du football en République démocratique du Congo. Damani Mujinga. Très bonne nouvelle pour le Daring Club Motema Pembe et Mazembe. La FIFA leur donne la possibilité de recruter en suspendant temporairement toutes les mesures. Le DSMP de Kinshasa ainsi que le TP Mazembe de Lubumbashi, tous 2 frappés d'interdiction de recruter pour plusieurs motifs, dont l'insolvabilité envers certains joueurs et entraîneurs étrangers dûment engagés, peuvent désormais se lancer dans le mercato, étant donné que ces 2 clubs mythiques du football congolais
ont sérieusement souffert de cette mesure de l'instance du football mondial. Avec la décision qui vient d'être prise, c'est que tous les joueurs qui ont été enregistrés sur le plan local, c'est-à-dire tous les joueurs locaux qui ont été enregistrés pour le compte du TP Mazembe, peuvent maintenant jouer. Et le coach Lamine est très très content pour ça, pour pouvoir maintenant faire la compétition avec tous ces talents locaux qui sont en train d'attendre. Par contre, les joueurs internationaux, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'étranger et qui ont droit à un certificat international de transfert, qu'on appelle le CIT, doivent attendre le mois de janvier. Non seulement parce qu'on n'a pas encore ouvert le TMS dans notre registre FIFA, mais aussi il faut attendre la fenêtre parce qu'on ne peut enregistrer les joueurs que lorsque la fenêtre est ouverte. Donc ceux qui sont déjà enregistrés peuvent déjà jouer de ce samedi contre le Lubumbashi Sport, mais ceux qui ne le sont pas doivent attendre le mois de janvier quand la fenêtre sera ouverte. Voilà le point positif. Si Mazembe tient encore la tête, le club immaculé de la capitale est au bord du gouffre, perdant match après match, même face à des équipes de seconde zone. C'est l'occasion pour son président Paul Kassembele de se racheter auprès des inconditionnels de ce club qui ne jure que sur son départ. Nous allons fermer cette page sportive pour nous envoler au-delà de nos frontières. À l'international, les travaux autour du gazoduc Nigeria-Maroc continuent d'avancer. Les autorités des pays concernés se concentrent sur la mise en œuvre de ces projets stratégiques qui devraient apporter de nombreux bénéfices économiques à la région. C'est un projet d'envergure qui pourrait transformer le paysage énergétique de l'Afrique dans les années à venir. Suivez. Cette démarche annoncée par le Maroc qui accueillera une partie importante de ce gazoduc long de plus de 6000 km interviendra dans le cadre du plan d'action 2025 de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Ces appels d'offres se concentreront essentiellement sur les premières phases du projet qui impliquent le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, avec notamment un accent particulier sur la section du pipeline située au Maroc. Parallèlement à ceci, des procédures seront mises en œuvre en vue de la création d'une entreprise privée qui aura pour responsabilité de superviser l'exploitation et la maintenance du pipeline en plus de sa construction. Ce développement intervient quelques semaines après des échanges avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui ont permis de boucler la phase 2 des activités détaillées sur les aspects techniques, économiques et opérationnels du projet. Des accords portant sur le transport de gaz devraient être signés au cours de l'année à venir. Jusqu'ici, plusieurs pays, à savoir la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, en plus du Sénégal et de la Mauritanie, se sont engagés à soutenir le projet via des deals avec le Maroc et le Nigeria qui portent l'initiative. Le Togo rejoint désormais les autres pays africains tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Rwanda en bénéficiant du nouvel instrument du Fonds africain de développement pour financer des projets verts et sociaux. Cela marque un pas important dans la diversification de sources de financement pour des projets durables à travers le continent. C'est un élément concocté par Francine Moukeba. Le Togo fait un pas décisif vers la transition énergétique et sociale après deux pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et en avril dernier, le Rwanda. Il vient d'obtenir une garantie partielle de crédit de 200 millions d'euros approuvée par le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement. Ces mécanismes permettra de soutenir le financement durable du projet verts et sociaux dans les pays.
Cette garantie, fournie par les fonds africains de développement, permettra au gouvernement togolais d'élever des fonds auprès des banques commerciales internationales à des conditions compétitives. Les financements ainsi obtenus seront alloués à des secteurs prioritaires définis par les cadres de financement durable du Togo. Publié en octobre 2024, ce cadre est une initiative stratégique du gouvernement visant à orienter les investissements vers les projets socialement responsables et respectueux de l'environnement. 14 catégories de dépenses y sont éligibles, réparties en 5 domaines climatiques et environnementaux et 9 secteurs sociaux prioritaires, ciblant principalement les populations vulnérables. Parmi les secteurs ciblés figurent la préservation de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, l'agriculture durable, à l'accès à une énergie décarbonée, ainsi que des projets liés à l'éducation, l'inclusion numérique et la sécurité sociale. Avant le Togo, plusieurs pays africains ont bénéficié de cet instrument des garanties partielles des crédits du Fonds africain de développement pour financer des projets durables. En 2022, le Bénin a levé jusqu'à 500 millions d'euros pour l'agriculture durable et l'énergie renouvelable auprès des investisseurs internationaux. En 2024, la Côte d'Ivoire a mobilisé 533 millions d'euros auprès des Standard Chartered Bank et le Sénégal 500 millions pour des projets sociaux en s'appuyant sur cette garantie. Le Rwanda, à son tour, a obtenu 200 millions d'euros en 2024 auprès de JP Morgan pour des initiatives vertes. Place à présent à la revue de presse sélectionnée et commentée par Rachel Misenga. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec la référence plus qui aborde la question de la révision constitutionnelle. Les professeurs Bob Kabamba, l'un des rédacteurs de la loi fondamentale de 2006, estime que changer la constitution serait un coup d'État constitutionnel. Selon lui, si des articles verrouillés doivent être modifiés, il faut déchirer l'actuelle constitution. Il précise que cela entraînerait la caducité immédiate de toutes les institutions telles que la présidence de la République et le Parlement. Toutefois, il reconnaît que la Constitution actuelle peut être révisée sur de nombreux points, comme la question de la double nationalité, mais les articles verrouillés doivent rester intouchés car ils portent bien leur nom. Le phare s'est intéressé au Conseil provincial de sécurité élargie, présidé par le chef de l'État à Kalemi. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur la situation sécuritaire dans cette région où le président est en visite de travail depuis mardi dernier. Après avoir reçu différents rapports sur la situation sécuritaire, Félix-Antoine Tshisekedi a formulé des recommandations et donné des instructions aux différents services pour répondre aux préoccupations locales. Info 27 revient sur la question des embouteillages à Kinshasa. Avec près de 20 millions d'habitants, Kinshasa subit des embouteillages quotidiens qui ne sont plus un simple casse-tête, mais un frein majeur au développement économique. L'échec des mesures ponctuelles comme la circulation alternée et l'instauration des sens uniques, met en évidence l'absence d'une vision stratégique pour désengorger la ville. Les Kinois, pris en otage par un trafic chaotique, attendent des actions concrètes de la part du gouvernement provincial soutenu par le pouvoir central pour mettre en œuvre un plan ambitieux incluant des infrastructures modernes, la réhabilitation de voies secondaires et une régulation efficace du trafic. Sur le plan des finances publiques, Forum 2As rapporte que l'Observatoire de la dépense publique, au DEP-en-sigle, a dressé un tableau sombre de la gestion du président Félix-Antoine Tshisekedi pour l'exercice 2022-2024. Les rapports rendus publics le 28 novembre mettent en évidence un environnement marqué par l'irréalisme et la non-crédibilité du budget. Il déborde les dépassements budgétaires, la corruption, les détournements de fonds, le marché des gré à gré, la budgétisation non exhaustive et l'absence d'un plan de développement. Selon cette étude de plus de 50 pages, la
la budgétisation semble déconnectée de politiques publiques et des efforts de lutte contre la pauvreté. Les journaux alertent sur la baisse du prix du cuivre et d'autres minéraux, ce qui a un impact direct sur l'économie congolaise, fortement dépendante des exportations de matières premières, notamment dans les secteurs miniers. Enfin, Géopolis Hebdo révèle que le Rwanda s'est rétracté de son engagement dans le cadre du processus de paix de Luanda. Après s'être engagé à lever ses mesures défensives, Kigali a finalement décidé de maintenir ces mesures en place. Cette décision survient après une déclaration controversée attribuée au ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, qui aurait qualifié certains Congolais des traîtres pour leur collision avec le Rwanda. Cette déclaration a refroidi les relations et remis en question les progrès réalisés dans le processus de paix entre les deux pays. Fin de cette revue de presse, je vous souhaite un excellent début de week-end. Ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Place au rappel de titres. Entre janvier et juin 2025, la République démocratique du Congo se prépare à affronter une période particulièrement difficile liée à l'insécurité alimentaire selon le dernier rapport de la FAO et du Programme alimentaire mondial. Vous avez suivi les détails dans ce journal avec Dans mon mat. Et puis, des voleurs de motos ont été arrêtés à Pompage dans la commune de Ngaliema parmi le 25 présumés Kuluna dans une opération spéciale menée notamment à Malueka City. Et à l'international, les Togo a rejoint d'autres pays africains et ont bénéficié du nouvel instrument du Fonds africain de développement afin de financer des projets verts. Ce journal est complètement bouclé, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à tous. Restez branchés sur le programme de Géopolis à télévision. Au revoir.